1981. Moi, je suis depuis le début. Et c'est vrai qu'on a été créé en fait sur les questions d'énergie renouvelable, je dirais, pour contrebalancer le nucléaire et puis à l'époque aussi la crise pétrolière. Donc c'est vrai que une grosse partie de notre activité, c'est quand même, ça correspond au scénario Négawatt. Donc Christian Couturier, qui est directeur général à Solagro et aussi président de Négawatt. Donc nos actions portent vraiment sur aussi la transition énergétique qu'on a intégrée dans le scénario After. Voilà, moi, je m'occupe plus de la partie agroécologie et puis beaucoup aussi sur ces questions d'alimentation, qui est donc un peu un nouveau domaine pour nous, quoi. Alors, sur les questions d'alimentation, je voulais rappeler cette définition parce qu'en fait, la FAO a défini ce qu'était l'alimentation durable et finalement, cette définition devrait être prise par tous les pays et même s'inscrire dans la loi. Donc, cette définition, elle est très large et elle dit qu'une alimentation durable doit avoir des faibles impacts environnementaux, contribuer à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, respecter la biodiversité, être accessible à tout le monde, prendre en compte les aspects culturels. Voilà, donc cette définition existe et je pense qu'on peut vraiment la prendre pour nous. Alors après, en travaillant sur ces questions d'alimentation, moi j'ai découvert, je ne pensais pas que c'était ça, mais que finalement la France est le plus gros consommateur de protéines au monde. Voilà, je suis tombé un peu sur le cul quand j'ai vu ça. Je ne pensais pas qu'on était… en fait, on est même devant les États-Unis. Bon, ils nous devancent d'1 gramme par jour pour les protéines animales, mais en termes de total de protéines, on est devant eux. Alors, il y a quelques pays, là, comme l'Islande, Hong Kong ou d'autres, des tout petits pays qui sont supérieurs à nous, mais on est quand même le premier consommateur de protéines au monde. Et par rapport aux recommandations de l'OMS, on en consomme 1,7 fois trop, quoi. Voilà. Bon, là, le graphe, il exprimait ce qu'on appelle en protéines disponibles, mais les recommandations nutritionnelles, elles sont en protéines ingérées, quoi. Donc, entre les deux, il y a une perte de 30%. Voilà, ce qui fait qu'en France, on ingère 83 grammes de protéines par jour, mais en fait, la recommandation est de 50. Voilà. D'où le fait qu'on en consomme trop. Et donc, essentiellement, ces fameuses protéines animales qui sont au cœur de nos débats. Et même hier, à Terre de Liens, on a bien vu aussi que ces questions-là étaient vraiment au cœur des débats dans les structures. Alors, pourquoi il faut aussi changer l'alimentation? Je vais faire quelques écrans sur les questions de santé. Donc, en France, comme dans beaucoup de pays, on a une montée croissante, enfin une croissance continue des maladies chroniques non transmissibles, que sont là, en rouge le diabète, essentiellement diabète de type 2, en bleu c'est les cancers et qui monte le plus, c'est les maladies cardiovasculaires, donc qui augmentent fortement. En gros, retenez que la France étant très bien dotée d'un système de santé, dès que vous avez ces maladies-là qui sont classées affections longue durée, la Caisse nationale d'assurance maladie prend en charge 100% des coûts. Les assurances privées ne payent rien. Et en fait, cette montée de ces maladies chroniques grève totalement le budget de la Sécu, puisque chaque fois qu'une personne rentre, le coût moyen est d'environ entre 6 000 et 6 000. Ça dépend un petit peu, mais la moyenne, c'est à peu près ça. Et donc, chaque année, le budget de ces maladies-là augmente à peu près entre 4 et 5 milliards d'euros par an, quoi. Ce qui est énorme. Voilà. Et vous voyez bien que ces courbes, tout l'enjeu notamment du plan national nutrition santé, le 4e qui est sorti en septembre 2019, est bien d'arrêter cette courbe et de la faire décroître. J'ai mis en bas l'obésité qui est aussi quelque chose qui grimpe, qui n'est pas une affection longue durée, mais qui est un peu le prémisse de ces maladies-là. Voilà. Après, quand on regarde en détail les données, ça n'est pas dû qu'au vieillissement de la population, parce qu'en fait, les cancers montent aussi chez les jeunes. Donc, c'est vraiment une combinaison enfin, ça touche vraiment toutes les classes d'âge, et ce n'est pas uniquement une question de vieillissement de la population. Voilà. Je vous ai mis ici, peut-être je redétaillerai quelques points. Bon, on a eu la chance, je dirais, grâce à Denis Léron, qui est membre du conseil scientifique d'After,
de rentrer dans un programme piloté par l'équipe RN du professeur Herzberg, où il y a aussi Emmanuel Casguillot, qui est devenu une amie avec qui on travaille beaucoup sur tous ces projets-là, de participer donc à ce gros programme de recherche qui s'appelait BioNutrinet, qui avait pour objectif de mesurer l'impact de régimes bio comparés à des régimes non bio sur la santé et sur l'environnement. Donc Solagro s'est occupé de l'environnement. Je vais présenter les résultats. Vous avez quelques synthèses des données concernant la santé. Donc, ce qui ressort quand même, c'est que les consommateurs bio ont vraiment un meilleur profil alimentaire et une meilleure adéquation aux recommandations du PNNS 1, mais encore plus du PNNS 4, j'y reviendrai, qui a modifié ses recommandations. ANC, ça veut dire apport nutritionnel conseillé, donc on est capable de voir les régimes si finalement ils sont dans la bonne direction. Il y a aussi, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une moindre exposition aux pesticides chimiques, que ce soit dans les aliments ou dans les urines. Donc tout ça, ça a été mesuré. Et surtout, ce qu'on observe, c'est une baisse drastique du surpoids et de l'obésité, toutes choses égales par ailleurs, du syndrome métabolique qui notamment préfigure les risques de diabète de type 2 et de développer un cancer. Ça, c'est une grosse publication qui est sortie l'an dernier de moins 25%. On y reviendra. Et nous, on a montré aussi un moindre impact sur les ressources et les émissions de gaz à effet de serre. Alors, l'urgence, moi j'aime bien le résumer par rapport au climat sur cette diapositive en tant qu'agronome, parce que là, on va avoir quand même des gros problèmes. Ce graphique montre les vagues de chaleur, c'est-à-dire les vagues de chaleur, c'est des périodes de 5 jours, en gros, qui sont au-dessus de 5 degrés de la moyenne. Donc, je vous ai mis 2003, qui est la dernière grosse vague de chaleur, qui avait duré, on va dire, 2 semaines et à peu près 30 degrés. Ce qui nous attend plutôt après 2050, c'est en gros des vagues de chaleur tous les ans, voire 2 par an, et qui risquent de durer non pas 15 jours, mais entre 2 et 3 mois, et qui nous montreront des températures entre 30 et 35 degrés. Quoi. Alors c'est vrai que au niveau agronomique, nous, on ne sait pas faire. Et 2003, comme 76, c'est un effondrement de la production agricole au niveau de la production végétale de 25% en France. Quoi. Voilà. Et donc, cette courbe aussi qui résume l'impact sur l'agriculture, vous avez là les 4 principales cultures françaises, hein, le blé tendre, l'orge, le maïs grain et le colza. Et donc, ce qu'on voit bien, c'est ces fameux 30 glorieuses qui s'arrêtent dans les années 96, on va dire, où en fait on avait bien une montée-croissance des rendements, comme tout, hein, tout croissait d'une façon linéaire. Donc on s'est dit, finalement, tout ça, ça peut nous très loin. Bon, il y avait bien entendu l'épisode de 76, mais après, ce qu'on observe maintenant, c'est vraiment un plafonnement quasiment des rendements. Il y a encore une légère petite croissance, mais rien à voir avec ce qui se faisait avant, puisqu'on a divisé par 4, en gros, l'augmentation des rendements, et même pour le blé tendre, en gros, entre 1996 et 2018, c'est pas 2008, c'est 2018, le rendement du blé a baissé. Quoi. Voilà. Ça veut dire que on ne peut pas compter demain sur une augmentation des rendements pour pallier à des besoins croissants. Et donc, il va falloir faire, et d'une part, avec des grandes oscillations qui causent des gros problèmes pour les exploitations agricoles, et voilà, et une croissance qui pourrait même être amenée à baisser si le changement climatique continue comme il est. Quoi. Alors, en 2016, ce n'était pas une vague de chaleur. En fait, c'est un mois de juin extrêmement pluvieux qui a fait totalement chuter les rendements du blé qui ont chuté de 50%. Quoi. Voilà. Après, on est confronté à cette question des pesticides. Les dernières actualités montrent qu'on est loin d'en être sorti, hein, que ce soit pour les néonicotinoïdes ou pour le glyphosate ou d'autres, parce que même quand on arrêtera le glyphosate, il y en a bien d'autres derrière. Là, vous avez là alors l'IFT s'appelle l'indice de fréquence de traitement. En fait, c'est un produit, une matière active utilisée à pleine dose sur un champ. Quoi, voilà. Et donc, ce qu'on voit, c'est que voilà, les fruits sont parmi les produits les plus traités. Donc, si vous avez des choix à faire
C'est vraiment sur ces produits-là qu'il faut vraiment faire attention. La vigne aussi est très traitée. Voilà. Donc, les différentes couleurs, c'est les différents produits. Ce qui est important de dire, c'est que la charge est énorme, quoi. C'est-à-dire, bon, il y a la question de l'impact sur la biodiversité ou la santé, mais ça représente une charge de 3,3 milliards d'euros pour les agriculteurs, qui augmente quasiment chaque année. Et moi, on avait estimé, on avait fait un petit calcul, bon, qui vaut ce qui vaut, mais qu'en fait, si on arrivait à réduire, ce qui est l'objectif du gouvernement, même si il n'est jamais atteint, de réduire de 50%, en fait, ça permettrait de financer 27 000 emplois, soit un emploi pour 14 fermes. Donc je trouve que le pari est tout à fait plausible, quoi. C'est-à-dire que si vous avez un très bon technicien pour 14 fermes, c'est-à-dire pas beaucoup, à plein temps, en fait, lui peut vraiment accompagner les agriculteurs pour réduire cette consommation de pesticides. Après, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que l'agriculture française, en fait, c'est une sorte de grosse pompe qui importe et qui exporte. Donc, sur ce graphique à droite, vous voyez que la France exporte pour à peu près 13 millions d'hectares. Ça représente 40% de la surface agricole. Et donc là, on n'a pas pris en compte la forêt et le bois. Et elle importe pour à peu près 10 millions d'hectares, c'est-à-dire à peu près 33% de sa surface. Donc, notre système alimentaire génère en fait un flux d'import-export extrêmement important. Donc, ce que vous voyez, c'est qu'on exporte peut-être plus d'animaux qu'on en importe, mais après, on importe beaucoup de soja en gris d'Amérique du Sud. Donc, au final, on est plutôt importateur, on va dire, de viande, au final. Bien entendu, on est aussi importateur fort de café, cacao, thé. Bon, il s'avère qu'on en réexporte aussi, hein, parce que voilà, on réexporte du chocolat, voilà, le coton, bien entendu, les légumes. Et là où on est finalement très fort en France, c'est l'exportation de céréales et un petit peu de boissons. Mais les boissons, c'est beaucoup d'argent, mais c'est pas beaucoup de surface, quoi. Voilà. Donc là, on est en train à Solao de travailler sur les imports, de voir l'impact environnemental de toutes ces importations qu'on a tendance à ignorer. Voilà. Donc c'est vrai que dans notre scénario After 2050, l'objectif, c'est bien de réduire la part de ces importations, certainement aussi de réduire l'apport de ces exportations, mais quand même d'essayer de conserver un solde euh, qui est là, qui est exprimé là par les 2,7 millions d'hectares, c'est à peu près 10% de net SAU, c'est-à-dire avoir quand même toujours un solde exportateur net, notamment pour fournir des céréales, des légumineuses sur le versant sud de la Méditerranée, comme l'Égypte, le Liban, des pays qui, en fait, ou la Syrie, qui sont incapables aujourd'hui de produire la totalité de leur alimentation. Voilà. Sachant que la France a quand même des terres très fertiles et une population finalement pas si dense que ça. Alors, là, je vous ai mis quelques points sur la prospective. C'est vrai que nous, on s'est lancé dans ce scénario en 2010. Ce qui est intéressant dans la prospective, c'est bien sûr les résultats qu'on exprime, mais c'est aussi toute la réflexion que ça crée. Et c'était ça le plus intéressant au final. Donc, c'est à imaginer qu'un futur est possible. Pour nous, c'est important parce que finalement, on se décarcasse quand même pas mal au boulot. Si on sait que ça ne sert à rien, ce n'est pas très mobilisant. Bon, l'idée, c'était de voir est-ce qu'on était capable de répondre à tous les enjeux, de stopper la perte de biodiversité, de restaurer la qualité des masses d'eau, de réduire les émissions de gaz à effet de serre par 2, d'améliorer la santé des Français. Voilà. Derrière ça, on a aussi, une fois qu'on a un scénario, on peut dessiner une feuille de route. Voilà. On peut mobiliser les acteurs et les faire travailler ensemble. Et puis, on peut essayer d'intégrer comment dire, d'intégrer toutes les actions qui sont déjà menées dans une stratégie globale, quoi. Voilà, parce que par exemple, il y a énormément de collectivités locales qui sont engagées dans des actions, mais qui ont du mal à voir finalement leurs actions, comment elles se situent dans quelque chose de plus global, et notamment sur la réduction des gaz à effet de serre. Voilà, ça permet, et ça c'était important dans notre scénario, de produire des données chiffrées, parce que là au moins, ça coupe court à un certain nombre de critiques, sachant qu'en fait, la plupart, le gouvernement et un certain nombre de structures n'ont pas de scénario du tout de sortie, enfin de transition et de réponse à tous ces enjeux. Voilà. Alors, donc voilà, concernant After,
Donc, on a démarré en 2010. En fait, c'est des gens qui sont venus, des adhérents et puis des gens extérieurs qui ont dit, hein, voilà, il y a Négawatt, pourquoi vous ne feriez pas la même chose sur l'agriculture? Voilà, donc on est parti là-dedans, on ne sait pas trop où ça allait nous mener, mais on en est là. Donc on a fait au départ un scénario à l'échelle France, qu'on a décliné dans toutes les régions, et que maintenant on décline à la demande par territoire, notamment dans le cadre des plans alimentaires territorialisés. Et on travaille aussi maintenant sur un scénario à l'échelle européenne. Voilà. Donc l'idée, c'était bien d'aller au-delà de la feuille de route gouvernementale, mais la feuille de route, déjà, si on l'atteignait, on aurait fait déjà un grand pas, parce que dans les objectifs déjà extrêmement ambitieux, il y a bien de réduire les gaz à effet de serre de 75%, donc des émissions de 90 par rapport à 2050, ce qu'on appelle le facteur 4, ça veut dire divisé par 4. Et cet objectif est de 50% pour l'agriculture. Et ça, c'est un objectif qu'on atteint avec le scénario after. Se rajoute à ça la neutralité carbone. En fait, c'est zéro émission nette parce que c'est aussi réduire, neutraliser les émissions de méthane et de protoxyde d'azote. Donc ça, c'est encore un objectif plus ambitieux qui fait que, notamment dans le cadre de la réflexion de Négawatt, on pense qu'il faut réduire non pas diviser par 4, mais par 8. Parce que si vous divisez par 4 seulement, en fait, ça vous fait une compensation carbone à faire qui est énorme. Et nous, on estime qu'on est incapable de neutraliser ces émissions restantes si on ne divise que par 4. Voilà. Il y a toujours réduire les pesticides. Donc là, on patine dans la choucroute. Maintenant, l'objectif qui était fixé à 2018 a été reporté à 2025. Mais enfin, là, on n'en prend pas du tout la bonne direction. Bon, il y avait développer le bio. Ça, c'est peut-être la chose qui marche le plus en ce moment. Après, on n'est qu'à 8,5%. Donc, je pense qu'on n'atteindra pas l'objectif de 15% en 2022. Donc, ce qu'on voit quand même, c'est que finalement, toutes ces feuilles de route gouvernementales, en tout cas concernant l'environnement, elles ne sont jamais atteintes. Alors peut-être que pour d'autres objectifs comme faire des autoroutes, ça on les atteint peut-être, mais en tout cas pas pour les objectifs environnementaux. Il y a aussi le volet perte de biodiversité, que la masse d'eau et puis le PNNS, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc j'insiste beaucoup sur ce PNNS 4, je vous invite à le lire, vous pouvez le télécharger, parce que pour moi c'est vraiment une vraie feuille de route, à la fois pour l'agriculture et bien entendu pour l'alimentation, et que si déjà on suivait et on appliquait ce PNNS 4, on aurait fait déjà un grand pas. Le point faible peut-être, c'est que… Tu peux juste dire ce que c'est que le PNNS 4? Alors c'est le plan national nutrition santé, c'est le quatrième, le premier a démarré en 2001. Ce qu'il faut voir, c'est que le 4, je pense qu'il y a des diapos après, a vraiment évolué, puisqu'on avait les mêmes recommandations nutritionnelles entre 2001, enfin le 1, le 2 et le 3. Par contre, le 4 a totalement changé. On y reviendra tout à l'heure. Et donc, il y a vraiment plein de recommandations dedans, aussi des mesures, et qu'en fait, voilà, il faudrait pouvoir les appliquer, sauf qu'elles sont jamais contraignantes, quoi. Voilà. Alors, pour nous résumer un petit peu sur notre travail, donc il y a cette brochure que, bon, moi, si vous m'envoyez, je pourrais vous l'envoyer en papier si vous souhaitez, en m'envoyant un mail, sinon elle est téléchargeable. Disons que on a cette brochure After que vous pouvez aussi télécharger, mais avec ce qu'on avait fait dans Bionutrinet, on s'est aperçu qu'il fallait faire un document déjà un peu plus accessible, même s'il est encore pour certains trop compliqué. Donc on explique en fait tout ce que je dis là, avec des graphes et des chiffres. Alors l'idée donc c'est bien de tendre vers une assiette plus végétale. Donc pour vous donner quelques chiffres, l'objectif pour nous c'est ça de pouvoir consommer 20% de plus de fruits et légumes, 500% de plus de légumineuses. Voilà, ça c'est vraiment l'alternative, une des alternatives quand même à la consommation de viande en substitution, sachant que déjà il faut réduire les surconsommations, ce qui se traduit aussi par une forte réduction de la consommation de viande bovine et de produits laitiers, quasiment divisé par 2, quoi. Au niveau des pratiques, du changement au niveau agricole, en fait, ça se traduit à la fois par un changement des productions sur le territoire
et des pratiques agricoles. Donc l'objectif, c'est d'aller vers une agriculture qui consomme le moins possible de pesticides. Alors c'est vrai que quand on a démarré notre scénario en 2010, on n'était pas parti sur un scénario 100% bio. C'était avant tout pour ne pas faire peur, parce que si on a été parti il y a 10 ans à 100% bio et 50% de viande en moins, alors là, on aurait été, déjà c'était compliqué, ça aurait été encore plus compliqué pour nous, mais on travaille aussi sur un scénario aujourd'hui de voir ce que ça donnerait sur 100% bio. En tout cas, on est sur une réduction de 75% des pesticides, une forte augmentation donc, des surfaces de fruits et légumes, 450 000 hectares. Et là aussi, c'est un enjeu majeur parce que c'est pourvoyeur d'emplois. Il faut savoir aujourd'hui que si vous développez du maraîchage en circuit court, vous êtes à un emploi pour un hectare. D'accord ? Donc en fait, potentiellement, notamment dans les zones périurbaines, on aurait de quoi créer des dizaines de milliers d'emplois sur cette production alimentaire. Après, donc, il y a 2 millions d'hectares de protéagineux, que ce soit du soja, du pois, de la févrole, des lentilles, des pois chiches, voilà, à la fois pour nourrir les humains, mais à la fois aussi pour la production animale, puisqu'aujourd'hui, on importe presque l'équivalent de 2 millions d'hectares de soja d'Amérique du Sud. Voilà, le maintien des prairies naturelles. Alors là, vous avez là, on a une plateforme, si vous voulez, si vous êtes intéressé par l'agroécologie, si vous tapez agroécologie sur Internet, vous tomberez sur notre plateforme Osae qui présente des exploitations agricoles, des exploitants ou des paysans, des paysannes qui ont fait cette transition. Il y a de très belles vidéos qui donnent envie d'être agriculteur ou d'être paysan. Voilà, et là, vous avez un petit peu les… mais je ne vais peut-être pas trop détailler, dans l'agroécologie, finalement, toutes les pratiques qui existent. Là, on a mis ce qu'on appelle les principes. Nous, on a défini l'agroécologie au travers de 7 principes qui sont là. Mais je vous laisserai peut-être répondre à des questions, ou en tout cas, comme vous aurez accès à ce document, vous pourrez regarder ça en détail. Voilà. Enfin, il y a cette diapo-là. Donc, il y a, ça peut être des pratiques comme d'associer les cultures, donc de cultiver du blé avec de la févrole, renforcer ce qu'on appelle la lutte biologique pour que les prédateurs et parasitoïdes régulent les ravageurs des cultures, replanter des arbres dans les cultures, l'agroforesterie, avoir beaucoup plus de légumineuses dans la rotation, ne pas laisser le sol nu, donc implanter des couverts végétaux, par exemple entre la culture d'un blé qui est récolté début juillet et d'un maïs qui est semé en mai, réduire aussi le travail du sol, travailler aussi, ça c'est un enjeu majeur, sur les semences paysannes. Je dirais ça c'est souvent le sujet dont on parle très peu en agroécologie, c'est quand même qui contrôle les semences ou qui contrôle la génétique sur les animaux. Voilà, alors je vous ai juste donné un exemple dans le scénario de ce qu'on a travaillé, puisqu'en fait, on travaille, finalement, on a dans le scénario After, on a un outil qui s'appelle Mosut, où on a année après année, finalement, toute la transition. Là, j'ai présenté le lait et les vaches parce que finalement, je dirais presque que c'est la production dominante en France. On peut dire que le lait occupe pratiquement 25% de la surface agricole utile de la France. C'est vraiment une véritable industrie avec des poids lourds comme Lactalis, qui sont quasiment la première entreprise laitière au monde. Et donc, il y a un gros enjeu sur le lait et ça résume beaucoup de choses dans d'autres productions. Donc, en fait, aujourd'hui, euh, on a un système laitier qui s'est largement intensifié, avec donc en bleu foncé aujourd'hui plus de 20% de la production laitière totale qui est fait avec des vaches qui produisent plus de 10 000 litres de lait et qui consomment 220 grammes de concentré. C'est-à-dire dans un litre de lait, si vous remplissez prenez une bouteille d'un litre, vous avez dedans à peu près 22% qui sont des concentrés, c'est-à-dire du maïs en silage, du soja, des céréales qui sont consommés. Voilà. Et puis après, finalement, on a émis tout le reste qui consomme en moyenne 165 grammes de concentré. La transition, c'est en vert foncé finalement d'être capable de faire du lait qu'à l'herbe. Donc aujourd'hui, vous avez moins de 1%. Ils sont très rares à trouver, mais il en existe des exploitations laitières qui font du lait qu'avec de l'herbe, sans donner un gramme de céréales ou de tourteau. Donc l'idée, c'est d'augmenter cette part-là. Après, en vert plus clair,
des vaches qui vont consommer un petit peu de concentré, mais moins, finalement d'éliminer ces vaches hyper productives qui consomment beaucoup de concentré. Voilà, c'est un petit peu ce scénario-là qu'on essaye de privilégier. Ça veut dire plus de systèmes à l'herbe, plus de pâturage, avoir des races mixtes, parce que le lait, quand vous faites du lait, vous faites de la viande, quoi. Et en fait, l'essentiel aujourd'hui de la viande, plus de la moitié de la viande bovine que vous consommez, c'est de la viande qui vient du troupeau laitier, quoi. Donc l'idée, c'est comme on aura toujours une demande en lait, c'est d'avoir plutôt des races mixtes, c'est-à-dire qui font aussi une bonne qualité de viande, comme la race cimentale, comme la normande, par exemple. Voilà. Plus d'autonomie en concentré, ça veut dire que les aliments donnés aux vaches soient produits sur l'exploitation, mais aussi moins de concentré par litre de lait. Donc, par exemple, dans le scénario after, on réduit de moitié l'usage des concentrés. Voilà. Voilà ce que ça donne au niveau des résultats. Donc, comme je disais, on peut éviter l'effondrement et on a bien un scénario possible. Donc, on réduit en gros par 2 les consommations les émissions de gaz à effet de serre, les consommations d'énergie, par 60% les consommations d'engrais azotés chimiques, par 70% les produits phyto, on réduit l'irrigation en période d'étiage, voilà, etc. Et après, il y a l'enjeu sur l'artificialisation des terres. Donc forcément, on l'atteint parce que c'est l'objectif qu'on s'est fixé, qui est de réduire l'artificialisation des terres qui occupent à peu près, qui représentent environ 60 000 hectares par an de terres agricoles, de réduire ça de moitié. Bien entendu, il y a aussi un objectif de zéro artificialisation nette, mais nous, on pense que ce n'est pas crédible qu'on n'atteindra pas ça, quoi. Voilà. Alors après, quelques résultats. Combien il me reste de temps là? Ouais, encore un peu de temps. Donc un petit zoom maintenant vraiment sur l'alimentation qui est vraiment le levier principal de notre scénario after. Donc parallèlement, en fait, quand on a démarré after, on avait déjà lu certains nombre d'articles qui avaient été publiés par l'équipe RN. Et il s'avère qu'en fait, après, on a travaillé avec eux à partir de 2014 dans ce projet Bionutrinet qui a duré 4 ans. Là, on en est au stade où on sort énormément de publications, dont une déjà sortie dans Nature, et il y en a une autre qui va bientôt sortir. Voilà. Philippe, je suis gardien du temps, gardienne du temps. Ouais. Et bah, c'est fini là, normalement. Si on veut avoir quelques questions. Alors attends, je vais juste vous montrer, voilà. Je vais peut-être arrêter avec ça. C'est si passionnant qu'on va lui laisser une dizaine de minutes de plus à Philippe. Ouais, enfin, faut pas non plus. Je pense que les échanges sont importants. Peut-être, je vais penser 2-3 diapos, j'arrêterai là. Là, en fait, ce qu'on a montré, c'est, vous avez là la baseline, c'est les consommateurs conventionnels. Et quand les bâtonnets sont au-dessus, ça veut dire que les bio consomment plus, et quand ils sont en dessous, qu'ils consomment moins, quoi. Donc, en fait, ce que vous voyez, c'est que les consommateurs bio, eh ben, ils consomment beaucoup plus de légumes secs, de fruits à coque, de produits végétaux, et beaucoup moins de produits laitiers, de viande de volaille, etc. Donc en fait, les consommateurs bio sont exactement dans la ligne des recommandations nutritionnelles. Et en fait, nous, on s'est beaucoup appuyé sur finalement ce régime qui est déjà existant, puisque il existe aujourd'hui, hein, et donc il est tout à fait possible. Attendez, je vais aller un peu vite. Ce qu'on a montré aussi, c'était que dans le Bionutrinet, c'est que plus on consommait bio, plus on consommait végétal, ou plus on consommait végétal, plus on consommait bio. Donc ça, c'est un point important sur lequel il faut essayer de comprendre cette relation qui est vraiment indispensable. Retenez ça aussi. Il ne faut pas aller… parce que si on gardait la même alimentation, qu'on passait tout en bio, ça serait une catastrophe quand même, parce que comme les rendements en bio sont inférieurs, il faudrait à peu près 6 millions d'hectares de plus pour nous nourrir. Voilà. Et si vous consommez que végétal sans bio, vous allez avoir beaucoup de pesticides dans votre alimentation. Donc la voie, c'est vraiment aller vers plus de bio et plus de végétal. Alors après, toute la question qui fera peut-être l'objet du débat, c'est où c'est qu'on met le curseur. Voilà. Alors je vais vous montrer, je ne vais pas montrer là dans les données. Voilà. Je vais juste aussi vous montrer, puis j'arrêterai là. Ça, c'est le gros travail qu'on a fait. Donc ce petit graphique qui représente 4 ans de travail pour sortir ça, parce qu'il a fallu aller chercher
toutes les données sur 2000 fermes pour finalement calculer l'empreinte alimentaire d'un Français. Donc, vous avez à gauche le consommateur conventionnel. Donc, premier point de lecture, c'est qu'il faut 4500 mètres carrés pour nourrir un adulte français. Bon, peut-être qu'au final, c'est un peu moins pour différentes raisons. Et qu'un consommateur bio, au final, il lui faut 3500 mètres carrés, c'est-à-dire à peu près 23% de moins. À quoi cela est dû? Cela est dû au fait qu'en rouge foncé, c'est la consommation de viande bovine et un petit peu de mouton. Vous voyez qu'en fait, l'empreinte de cette consommation de viande est extrêmement importante en termes de surface. Elle l'est aussi en gaz à effet de serre. Le gaz à effet de serre, c'est à peu près le même graphique. Après, en rose, vous avez le porc et la volaille. En gris, c'est le lait. Donc, c'est aussi les vaches. Et puis, en orange, c'est les œufs. Voilà. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que les productions végétales consommées par l'homme représentent 10% seulement de la surface pour les consommateurs conventionnels et bien entendu un peu plus, 24% pour des consommateurs bio qui consomment environ 70% de produits bio. Voilà. Donc, ce graphique-là est important parce qu'il montre qu'en consommant bio, même si les rendements sont plus faibles, l'empreinte est réduite à cause d'une baisse, comme je l'ai montré tout à l'heure, de la consommation de viande et que la production de protéines animales aujourd'hui représente 90% de l'empreinte surface et 90% des émissions de gaz à effet de serre. Voilà, donc je pense que je vais arrêter là parce que vous verrez le graphique. Je vais juste vous montrer un petit point sur le PNNS. En fait, ce qu'on n'avait pas dit à Geneviève, effectivement, c'est que la séquence d'après, c'est assez souple, en fait. Donc, on peut avoir une dizaine de minutes de plus. Il n'y a pas de… Voilà. Ouais. Le temps Je ne vais pas trop vous balancer des chiffres quand même. Là, vous avez, donc, pour le PNNS 4, comme je vous dis, vous pouvez aller le télécharger. Donc, l'objectif, c'est bien de ce programme-là, comme la première diapo que je vous ai montré, c'est bien de diminuer la prévalence de l'obésité. Donc, il y a des objectifs, hein, donc de réduire de cette obésité de 20% chez les enfants d'ici 2024. Il y a aussi donc un objectif qui est important de diminuer la consommation de sel, puisque en fait, là où ça pêche beaucoup en France, comme vous savez, c'est trop de sel, trop de sucre et trop d'acides gras saturés. Voilà, réduire aussi la croissance des produits ultra transformés, puisque c'est des produits qui augmentent dans notre consommation. Après, un objectif que personne ne connaît. Alors, tout le monde connaît les 20% de bio dans la restauration collective, mais il y a aussi l'objectif que 100% de la population française consomme au moins 20% de leurs produits végétaux en bio. Voilà. Donc ça devrait s'appliquer à tout le monde. Et ça devrait être une politique forte. Diminuer le nombre d'additifs, promouvoir le Nutri-Score, donc, qui est quelque chose qui a été mis en place notamment sous l'impulsion du professeur Herzberg. Et puis, 5% de produits durables, puisqu'en fait, les produits locaux, ça n'existe pas dans la loi. On ne peut pas promouvoir les produits locaux. Donc, en fait, c'est promouvoir des produits durables, dont 20% de bio. Voilà, réduire la précarité alimentaire. Donc là, on peut notamment jouer sur les cantines avec les tarifs sociaux et pousser les villes ou les entreprises à être actives sur le PNNS et donc à promouvoir au sein de des villes ou des entreprises ces nouvelles recommandations nutritionnelles. Et puis, il y a l'enjeu potentiellement de l'affichage environnemental. Attends, je me rappelle plus ce que j'ai comme diapo maintenant. Vous voyez, je pense que là, je vous ai à peu près tout dit parce que je ne veux pas trop vous noyer. Je trouve que c'est plus intéressant. Vous aurez le détail. Alors, si quand même, là, on a comparé nos résultats de Bionutrinet avec une grosse étude qui avait été menée par Scarborough, qui est un Anglais en 2013, donc une des premières études qui est sortie sur l'impact des régimes sur les gaz à effet de serre. On est quasiment, avec Bionutrinet, les seuls au monde à avoir des données sur la bio, parce qu'on avait une enquête consommateur sur la bio, et à Solagro, on a une base de données de fermes bio et conventionnelles. Donc, on a pu, nous, sortir des données sur la bio, alors que dans toutes les études internationales, c'est plutôt comparer des gros consommateurs de viande aux végans. Donc là, c'est clair, plus vous réduisez votre consommation de viande, plus vous réduisez votre empreinte gaz à effet de serre. Là, j'ai positionné les résultats de
nos conventionnels et de nos bio. Voilà, donc les conventionnels, ils se situent en gros au niveau d'un consommateur moyen ou élevé de viande, on est à peu près à 100 grammes. Et puis le régime bio de Bionutri-Net, finalement, il est en gros, correspond à peu près à un régime végétarien avec peut-être un petit peu plus de viande. Juste pour terminer, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que les émissions de gaz à effet de serre générées par notre alimentation, c'est exactement le quota de CO2 qu'on doit atteindre en 2050. C'est-à-dire que normalement, si on était en 2050 et si on n'avait rien changé, rien que de manger, vous ne pouvez plus rien faire après, vous ne pouvez plus vous déplacer, vous ne pouvez plus vous vêtir, vous ne pouvez plus vous chauffer parce que vous avez déjà dépassé votre quota de CO2. Donc le challenge est vraiment important. Voilà, merci. Je vais arrêter là.